Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet euh, assez sérieux du droit du travail français, le licenciement pour faute lourde. Oui, c'est la sanction disciplinaire la plus extrême, en fait. Exactement. On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur une analyse assez fouillée du sujet. D'accord. Notre objectif, c'est de bien comprendre ce qu'est une faute lourde, comment on la distingue de la faute grave, parce que c'est pas la même chose, Non, effectivement. quelle est la procédure, et puis bien sûr les conséquences pour le salarié. C'est ça. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui définit cette fameuse faute lourde? Il y a deux choses importantes, si j'ai bien compris. Oui, deux critères essentiels. D'abord, une gravité exceptionnelle de l'acte commis par le salarié. Ok, gravité exceptionnelle. Et surtout, le point vraiment distinctif, une intention claire, manifeste de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Ah oui, l'intention de nuire. C'est ça la clé. C'est ça. Et cette faute doit rendre absolument impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Même pas le temps d'un préavis. D'accord. Et on a des exemples concrets Oui. pour que ça parle un peu plus? Ben oui, l'analyse en donne plusieurs. Ça peut être bloquer l'accès à l'entreprise pour empêcher les non-grévistes de travailler, par exemple. Ah oui, ça c'est parlant. Ou alors dégrader volontairement du matériel, surtout s'il est coûteux. Il y a aussi les violences physiques, les menaces de mort, Vraiment? la séquestration d'un responsable, le détournement de clientèle au profit d'un concurrent ou pour soi-même. Ou la divulgation d'infos confidentielles, j'imagine. Ailleurs, c'est ça, l'intention de nuire. C'est très clair. Et justement, vous disiez que ce n'est pas pareil que la faute grave. Quelle est la différence fondamentale alors? Eh bien, la faute grave, elle rend aussi impossible la poursuite du contrat de travail. Pensez à des absences injustifiées répétées qui désorganisent tout un service. Oui, Ou le non-respect grave des consignes de sécurité qui met en danger le salarié ou ses collègues. La gravité est là, d'accord. mais ce qui manque généralement dans la faute grave, c'est cette intention délibérée de nuire à l'employeur. La faute est commise, elle est sérieuse, mais il n'y a pas forcément cette malveillance spécifique. Je vois. Et du coup, ça change quoi pour le salarié au niveau des conséquences? Alors, c'est là que la distinction est importante. Pour les deux, faute grave et faute lourde, le salarié perd son indemnité de licenciement. Ok, Et il perd aussi son indemnité compensatrice de préavis, vu qu'il n'y a pas de préavis effectué. logique. Par contre, et c'est important, l'indemnité compensatrice de congés payés, elle, reste due dans les deux cas. Ah bon? Pourquoi ça? Parce que les congés payés, c'est un droit acquis par le travail déjà effectué. Ça correspond à une période de repos que le salarié a gagné avant la faute. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. D'accord, ça c'est bon à savoir. Mais la grosse différence avec la faute lourde, c'est la possibilité pour l'employeur de réclamer en plus des dommages-intérêts aux salariés. Ah oui! Oui, justement, parce qu'il y a eu cette intention de nuire. Si l'employeur peut prouver qu'il a subi un préjudice financier direct à cause de l'acte malveillant, il peut tenter de se faire indemniser par lui. D'accord, donc là ça peut aller plus loin financièrement pour le salarié. Et la procédure à suivre par l'employeur, elle est spécifique? J'imagine qu'on ne peut pas juste dire faute lourde et c'est tout. Ah non, certainement pas. Il y a des garde-fous, heureusement. L'employeur doit suivre très scrupuleusement la procédure classique de licenciement pour motif personnel. C'est-à-dire? Ça commence par une convocation écrite à un entretien préalable, envoyé en recommandé ou remise en main propre. D'accord. Ensuite, il y a l'entretien lui-même, où l'employeur expose les motifs envisagés et où le salarié peut se défendre, éventuellement assister. Mhm. Et après un délai de réflexion, si l'employeur maintient sa décision, il doit envoyer la lettre de licenciement, là aussi en recommandé, et cette lettre doit être très précise sur les faits reprochés et sur la qualification de faute lourde. Et les délais sont importants, j'imagine. Oui, il y a des délais minimum et maximum à respecter entre chaque étape. Si l'employeur se trompe dans la procédure, le licenciement peut être considéré comme irrégulier. Voire pur. Oui, selon la gravité du vice de procédure, ça peut même conduire à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou même nulle dans certains cas. Donc la forme est absolument essentielle. Donc même si les faits semblent évidents pour l'employeur, il a intérêt à être très rigoureux sur la procédure. Exactement. Et pour revenir aux conséquences pour le salarié, on a vu la perte des indemnités de rupture, mais la conservation des congés payés. Oui. Un autre point crucial, le chômage. Est-ce qu'on a droit au chômage après une faute lourde? Bonne question. Intuitivement, on pourrait penser que non. Eh bien si. Même après un licenciement pour faute lourde, le salarié peut s'inscrire à Pôle emploi et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE. Ah, d'accord. Oui, à condition bien sûr de remplir les autres conditions, notamment avoir suffisamment cotisé.
La raison, c'est que Pôle emploi considère la rupture du contrat, même pour faute, comme une perte involontaire d'emploi, D'accord, c'est une nuance importante. très importante. Et bien sûr, le salarié n'est pas démuni face à cette décision. Il peut toujours la contester, Devant quelle instance? devant le conseil de prud'homme. Il peut saisir le conseil pour contester la réalité des faits, leur imputation ou surtout la qualification de faute lourde. Et que va regarder le juge? Le juge va examiner tout le dossier. Est-ce que les faits sont prouvés ou est-ce qu'ils sont bien de la responsabilité du salarié ou et la question centrale, est-ce que l'intention de nuire est réellement établie ou est-ce que l'employeur apporte des preuves suffisantes de cette intention? C'est souvent là que ça se joue, j'imagine. Très souvent. Si le juge estime que l'intention de nuire n'est pas prouvée, même s'il y a bien une faute, il peut rétrograder la sanction. C'est-à-dire? Il peut requalifier le licenciement en faute grave, par exemple. Ou même, si la faute n'est pas jugée suffisamment sérieuse, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui vont avec. Donc rien n'est jamais totalement joué d'avance. Non, le contrôle du juge est essentiel. Bon, si on essaye de résumer tout ça, la faute lourde, c'est vraiment le sommet de l'échelle disciplinaire, réservé aux cas graves où il y a non seulement une faute importante, mais aussi cette volonté prouvée de nuire à l'employeur. C'est ça. Les conséquences financières peuvent être lourdes, avec la perte des indemnités de rupture et le risque de dommages-intérêts, mais certains droits, comme les congés payés et potentiellement le chômage, sont préservés. Exactement. Et la procédure doit être suivie à la lettre par l'employeur, sous peine de voir le licenciement remis en cause. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour finir. L'élément clé, on l'a dit, c'est cette intention de nuire. Oui, exact. Mais prouver une intention, c'est par nature très difficile. Comment est-ce qu'un employeur peut apporter la preuve objective d'un état d'esprit, d'une volonté subjective? C'est souvent là que réside toute la complexité de ces affaires devant les prud'hommes. C'est une excellente question. Comment objectiver le subjectif dans un cadre légal? Intéressant. Voilà, c'est une difficulté juridique et pratique majeure dans ces dossiers. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir.